Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode de Super Smash Bros Delirium rubrique chipotage. Aujourd'hui, Mêlée. Ah là là, Super Smash Bros Mêlée. Ce jeu a instauré tellement de choses pour la série Smash. Les attaques spéciales côté, les lancers haut et bas, les modes secondaires en pagaille, les trophées à récupérer. Un gameplay tellement insulaire que ça assure sa place parmi les tournois compétitifs de jeux vidéo alors que d'autres jeux Smash sont sortis depuis. Ce qui a également donné naissance à une des premières fanbases un peu chiantes de Smash, mais ça c'est un autre débat. Un jeu angulaire de la licence donc, et je vais lui rendre hommage en me plaignant de tout ce qui va pas dans les persos jouables qu'il a introduits. Parfait. Donc oui, aujourd'hui on va passer en revue tous les combattants introduits dans Super Smash Bros Melee et tout ce que j'ai à leur reprocher. Mais comme dans le premier épisode de la rubrique chipotage, permettez-moi d'écarter d'emblée les personnages pour lesquels je n'ai rien à reprocher. D'abord, Pichu, le clone plus petit et plus rapide que Pikachu et qui se blesse en utilisant ses attaques électriques. Alors, la plupart des changements que je pourrais lui apporter seraient les mêmes que Pikachu. Certes, ça rend l'exercice moins intéressant, mais j'en aurais parlé quand même. La vraie raison pour laquelle je n'en parle pas est plus simple. C'est juste que je trouve que chez lui, ces changements sont moins importants que pour Pikachu. Je vais même dire, thématiquement, ce serait logique qu'il ne les ait pas. Ça pourrait se faire en théorie, mais j'ai décidé de ne pas les apporter. Le suivant, c'est Falco. Et se servant du gameplay de Fox comme base, son style de jeu est donc une retranscription suffisamment efficace des jeux Star Fox pour que je n'ai pas à apporter de gros changements, avec les modifications suffisantes pour rendre son style de jeu plus aérien pour le différencier suffisamment de Fox. Puis vient Mr. Game & Watch. Comme avec Falco, son moveset, qui est un savant mélange de références aux jeux vidéo Game & Watch, il n'a pas besoin de changements radicaux à mon humble avis. À part peut-être lui redonner son ancienne attaque aérienne avant, mais ça se discute. Et enfin vient Link enfant. Et si je ne parle pas de lui, c'est pour les mêmes raisons que Link dans la dernière vidéo. Ce n'est pas que je n'ai rien à dire à son sujet, mais c'est pour reporter la conversation lors d'une vidéo où je parlerai des 3 Link. Et voilà, il est désormais temps de parler des 12 personnages dont je voulais parler dans cet épisode. Oui, 12. Parce que, avant que je ne m'occupe de parler des personnages de Mêlée, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Absol, à toi de jouer! C'est comme si c'était fait, monsieur. C'est l'heure de la rubrique Absnote. La rubrique où nous-mêmes nous apportons des changements à des changements que nous avions apportés par le passé. Si pour certains changements que nous avons eus après coup, nous en avons déjà parlé dans des vidéos ici et là, ici nous allons en parler de nouveaux. De nouveaux changements, je veux dire. D'abord, Donkey Kong. Dans le premier épisode de la rubrique chipotage, nous nous demandions comment aider Donkey Kong à contrer les projectiles après avoir changé certaines de ses attaques spéciales. Par ailleurs, nous avions oublié d'expliquer comment certaines attaques fonctionneraient. Et encore une fois, nous vous renvoyons sur cette vidéo d'où vient l'idée. Mais justement, comment régler les autres problèmes ? Une remarque populaire serait d'utiliser le Crash Coco, une arme que Donkey Kong utilise dans Donkey Kong 64, une sorte de shotgun en bois qui tire des noix de coco. Mais nous n'avons trouvé aucune idée qui nous a totalement convaincus pour intégrer cette arme sans que son gameplay ne soit trop changé. Le mieux que l'on ait trouvé, c'est ceci. Le gorille dégainerait son arme et ne tirerait qu'une seule noix de coco. Si la noix de coco peut servir d'outil de zoning, l'un des aspects les plus intéressants de l'attaque serait le choc au début du tir. Après tout, c'est un shotgun, et un shotgun, plus on tire à bout portant, plus c'est puissant. En plus de la noix de coco, le flingue provoquerait une énorme onde de choc au moment du tir, créant ainsi une arme à 2 facettes. Mais surtout, la noix de coco, une fois tirée, restera à l'endroit où elle aura atterri. À partir de là, elle devient un objet que tout le monde peut aller ramasser et lancer comme il le souhaite. Tant que la noix de coco est présente sur le terrain, à chaque fois que Tiki réutilisera l'attaque spéciale associée à cette arme, il se contentera de provoquer une onde de choc à chaque tir. Mais comme avec King K. Rool quand il a perdu sa couronne, il suffit au gorille de s'approcher de la noix de coco pour qu'il la ramasse automatiquement. Une autre idée qui nous plaît un peu plus vient de Donkey Kong Jungle Beat. Une nouvelle attaque spéciale neutre où quand on appuiera sur B, Donkey Kong créera une onde de choc en frappant de ses 2 mains ensemble. Pour permettre cela, on échangerait son attaque spéciale neutre actuelle, le coup de poing géant, avec son attaque smash avant.
L'onde de choc est une hitbox disjointe qui détruit tous les projectiles au contact. Après, en sachant qu'on a une autre attaque spéciale basée sur la création d'ondes de choc avec grosse baffe, on pourrait utiliser cette idée pour les combiner ensemble, en rendant l'idée qu'on a eue uniquement faisable en l'air, et donc intégrer le Crash Coco comme attaque spéciale bas, de la même manière que l'attaque spéciale bas de Diddy Kong lui permet d'invoquer un objet. Le deuxième dont nous voudrions parler avant de passer à Melee, c'est Luigi. Ici c'est un peu plus léger car on a déjà parlé des changements les plus importants qui nous sautaient aux yeux dans le premier épisode. Mais il n'empêche qu'après coup, on a eu de nouvelles idées. Et pour en parler, on doit parler de la licence de jeux vidéo dont Luigi est le seul héros, Luigi's Mansion. C'est marrant de se dire que si Luigi's Mansion était sorti un peu plus tôt et aurait eu un plus gros succès, il aurait peut-être plus influencé le moveset que Luigi a dans Smash. On avait déjà intégré l'Ectoblast dans son moveset principal, mais depuis nous avons eu 3 nouvelles idées pour lui, toutes inspirées justement de Luigi's Mansion. D'abord, comme Mario qui a gagné 2 costumes alternatifs dans Super Smash Bros Ultimate, on pourrait donner 2 costumes alternatifs à Luigi basés sur les costumes du mode multijoueur de Luigi's Mansion 3. C'est simple, mais c'est un début. Le deuxième consiste à donner une autre fonction à attaque spéciale bas de l'Ectoblast qu'on avait inventé dans l'épisode précédent, en mélangeant ainsi 2 fonctions de gameplay principales de Luigi's Mansion. En maintenant B en foncé, on le fera utiliser la fonction aspiration de l'Ectoblast, en aspirant les projectiles énergétiques, rapprochant les objets et les autres combattants. Mais en appuyant seulement sur le bouton B, Luigi utilisera la fonction flash de sa lampe torche qu'il utilise pour éblouir les fantômes afin de mieux les aspirer. Il charge la lampe torche avant de relâcher un énorme flash lumineux. Comme l'entrave de tout, cela rend confus les adversaires quelques instants si ça les touche de face. Enfin, la troisième, changer le Final Smash. Bien que désormais son Final Smash soit en quelque sorte devenu canon grâce à Luigi's Mansion 3, créer cette attaque spéciale bas avec l'Ectoblast ne la rend plus assez unique. Mais alors qu'on faisait le premier épisode, nous n'avions pas vraiment d'idée. Jusqu'à aujourd'hui. Au lieu d'aspirer les autres combattants, un des nombreux fantômes de Luigi's Mansion s'échapperait de l'Ectoblast et mettrait le sac sur le terrain. Quel fantôme ? Eh bien après beaucoup de considérations, on a choisi Faust Note, le premier gros boss de Luigi's Mansion 3. Un fantôme pianiste qui prend possession de son piano pour combattre. Non seulement c'est fun, mais aussi ça permet de faire référence à ce célèbre piège de Super Mario 64. Wait, what? What? Huh? Huh? What? Did I really just collect that with no? Hey! Oh god! Oh god! Oh my god! That legit! Okay, man! Sinon, pour Smash, Faust sort de l'Ectoblast puis de l'écran et revient en s'écrasant sur le stage à l'intérieur de son piano. Il se mettra à assailler tout le monde présent sur le terrain. Puis après plusieurs bonds, son piano se brise et Luigi réaspire Faust à l'intérieur de l'Ectoblast, mettant fin au Final Smash. Enfin, dernier petit détail pour Luigi qui serait amusant, avoir une provoque où l'ecto-chien de Luigi's Mansion apparaît entre les jambes du plombier. Et c'est ainsi que finit la rubrique Apps Note de cet épisode. Si le créateur de cette vidéo finit par oublier des choses, je réapparaîtrai quand même pour le corriger. Voilà monsieur, vous pouvez reprendre le micro. Merci bien Absol. Désormais, il est temps de parler de la raison pour laquelle vous êtes ici. Chipoton, les combattants introduits dans Super Smash Bros Melee. Peach, princesse du royaume champignon, est malheureusement la demoiselle en détresse la plus kidnappée de l'histoire. Pour Smash, en reprenant comme base la fois où Peach était un personnage jouable dans Super Mario Bros 2, alias la version américaine de Doki Doki Panic, son style de combat semble reprendre les bases de Mario et Luigi, mais en leur donnant un style plus stéréotypé, royal et féminin, avec des attaques plus élégantes et ayant plus de portée. Certaines ont même des effets visuels plutôt uniques, bien qu'encore une fois, plutôt clichés. Et avec elle, on se retrouve donc dans un cas assez étrange. Peach est surtout un personnage jouable dans les spin-offs, moins dans la licence principale. Et contrairement à Luigi, elle n'a pas vraiment de série spin-off attitrée, ce qui fait que Super Mario Bros 2 est techniquement la meilleure base qu'on ait pour elle pour son moveset.
Notez que j'ai bien parlé de série attitrée, parce que c'était sans compter sur une étrange petite aventure sur Nintendo DS qui s'appelle Super Princess Peach, le seul jeu dont elle est l'héroïne principale. Un jeu où pour une fois, c'est elle qui doit partir sauver Mario et les autres. Et comme avec Luigi's Mansion, on peut se demander à quel point Super Princess Peach aurait influencé le moveset de Peach s'il était sorti plus tôt. Je n'ai pas de réponse définitive, mais je vais quand même essayer d'ajouter des éléments de Super Princess Peach dans ce moveset. Et pour pouvoir intégrer plus de Super Princess Peach dans ce moveset, je vais devoir faire un changement radical et c'est l'attaque spéciale côté. Le bombardier Peach est son attaque spéciale côté depuis Melee, mais il n'a pas de vraie référence dans Super Mario. Le mieux qu'on ait, c'est que ce serait basé sur des attaques de deux personnages féminins de jeux de combat. Rainbow Mika de Street Fighter Alpha 3 et Yuri Sakazaki de King of Fighters. Alors certes, c'est plutôt comique, mais je vais quand même le changer. Mais du moins pas m'en débarrasser complètement, car je vais faire du bombardier Peach une nouvelle attaque rapide, remplaçant celle qu'elle a actuellement. Après, connaissant Peach et qu'elle a la capacité de flotter dans les airs, on pourrait lui donner une mécanique unique où si le joueur fait une attaque smash avant pendant qu'elle flotte, elle ferait le bombardier Peach. Quelle sera sa nouvelle attaque spéciale côté donc ? Eh bien, elle attaquera à coup de parasol. Si elle fait l'attaque en restant immobile ou en marchant, elle donnera un coup en arc avec de haut en bas. Si elle le fait en l'air ou en courant, alors elle foncera droit devant elle en pointant son parasol vers l'avant. Si, comme toute autre attaque, elle peut en effet servir à infliger des dégâts, il faut savoir que la toile du parasol peut servir de bouclier contre les projectiles, permettant à Peach de faciliter ses approches. Deuxième changement à faire, l'attaque spéciale neutre. Bien que j'aime l'idée qu'elle invoque un Toad pour la protéger, avec la nouvelle attaque spéciale côté que je viens de lui donner, ça lui donne peut-être un petit peu trop d'options défensives. Résultat, je mets l'idée des Toads sur le côté. A la place, je vais lui donner une nouvelle attaque spéciale neutre basée sur la principale mécanique de gameplay de Super Princess Peach. Dans ce jeu, les émotions de Peach lui offraient des pouvoirs incroyables. Et ce sont ces mêmes pouvoirs que Peach utilisera pour cette attaque spéciale neutre. En maintenant B enfoncé, un petit menu avec 4 cœurs apparaît au-dessus de la princesse. En choisissant un des cœurs avec le joystick et en relâchant le bouton B, Peach utilisera alors le pouvoir de l'émotion associée. Comme avec les armes Monado de Shulk, l'émotion choisie modifiera les statistiques et les propriétés de Peach. De plus, en réappuyant sur B, elle aura droit à une nouvelle attaque spéciale neutre unique dépendant de l'émotion choisie. D'abord, la joie. Cela fait sauter Peach plus haut et descendre en l'air moins vite. En contrepartie, elle encaisse moins bien les dégâts. En appuyant sur B, elle utilisera la tornade de la joie. Elle se mettra à tourner rapidement sur elle-même. Cela ralentit encore plus sa chute et elle peut se déplacer dans n'importe quelle direction. De plus, la tornade inflige des petits coups. Ensuite vient la tristesse. Cela augmente grandement sa vitesse au détriment de sa puissance d'attaque. En appuyant sur B, elle pleurera des torrents de larmes. C'est bon, relâche la pression. L'attaque fonctionne comme le JT de Mario ou le pistolet à eau de Carapuce chargé au max. Troisième émotion, la colère. Sous cette émotion, elle encaisse mieux les coups et inflige de plus gros dégâts. En contrepartie, elle est ralentie, elle saute un peu moins haut et retombe plus vite. En appuyant sur B, elle se mettra à littéralement brûler de rage, infligeant des dégâts tout autour d'elle. Enfin vient la dernière émotion qui est très différente des trois précédentes, le calme. Cela n'affecte en rien ses stats. Par contre, pendant quelques secondes, elle se soigne automatiquement petit à petit. Aussi cool ses pouvoirs puissent être, ils ont tous un gros défaut. Peach ne peut pas rester sous ses formes indéfiniment. Elle aura une jauge d'émotions qui se videra au fur et à mesure qu'elle utilise cette attaque spéciale. La barre se recharge automatiquement, mais Peach peut accélérer le processus en frappant ses adversaires. Enfin vient le dernier changement de gameplay que je ferai, son Final Smash. Si ce dernier est la fusion de plusieurs éléments plus ou moins reliés à Peach, c'est probablement l'un des plus mauvais Final Smash du jeu. Beaucoup de gens veulent le voir dégagé, je suis d'accord, mais question, par quoi on va le remplacer ? Eh bien, si Toad n'est plus dans son attaque spéciale neutre, on va en profiter pour le mettre dans son Final Smash. En appuyant sur B, Peach créera un portail en forme de tableau. Tous ceux qui se trouvent à proximité de ce tableau se feront aspirer. Et ce tableau les amènera dans le château de Peach de Super Mario 64. Là, une armée de Toad apparaît de nulle part et surprend les adversaires piégés dans le Final Smash. Ils se prennent une tonne de dégâts avant que Peach n'apparaisse au dernier moment et les envoie voler d'un bon gros coup de parasol, en référence au coup de grâce qu'elle inflige à Bowser dans Super Princess Peach. De retour sur le stage, on pourrait même avoir les petites corneilles portant les panneaux « Nice shot !» tandis que l'adversaire vole au loin. Maintenant vient deux derniers détails dont on voudrait parler concernant les costumes de Peach.
Premièrement, faire en sorte qu'au moins un de ses costumes la représente avec ses cheveux en queue de cheval, en référence au Mario Sport où elle porte ses cheveux ainsi. Je dis 1, mais dans le fond ça pourrait être 1, 2 ou alors 4 sur les 8. Une autre idée, ça aurait été de modifier la robe blanche qu'elle a parmi ses costumes pour la faire ressembler à la robe de mariée qu'elle a dans Super Mario Odyssey. Petite correction à faire par rapport à l'attaque spéciale neutre. Quand Peach utilise le calme, elle aura également une attaque spéciale unique pour cette forme. En appuyant sur B, la princesse se mettra alors à bâiller. Ce faisant, une aura émanera de son corps. Et tout adversaire qui rentrera en contact avec cette aura se verra endormi. Non seulement cela fait référence à son ancien Final Smash, mais cela fait également référence à Super Mario RPG, dans lequel l'un des sorts de Peach lui permet d'endormir son adversaire. Il est temps de passer de l'autre côté de la frontière du royaume champignon car il faut parler de Bowser. Il est grand, il est fort et depuis qu'il a rejoint Smash, il est le représentant type de la catégorie des combattants poids lourds, voire de la catégorie officieuse des poids super lourds. Si tous les combattants de Mario sont traités d'une manière un peu plus sérieuse que dans leur série originale, c'est Bowser qui est le plus remarquable dans ce sens. Il est en quelque sorte caractérisé comme un petit kaiju, avec des attaques profitant de sa grande stature, de ses griffes, cornes et de son souffle de feu qu'il a depuis le premier jeu. S'il n'y a aucun problème à se concentrer sur cet aspect de Bowser, beaucoup déplorent justement qu'il n'est pas plus fidèle à ses représentations dans les jeux Mario. Surtout que maintenant son fils a rejoint le rang des combattants Smash Bros, la différence est encore plus frappante. Et ce sera justement mon but ici présent. Essayer de ramener le personnage à un équilibre entre le monstre qu'il est dans Smash Bros et le personnage de tyran rigolo qu'il est dans les autres jeux. Car c'est un équilibre possible, c'est comme ça qu'il est représenté dans la série principale des jeux Mario. Et en ce but, cela requiert plusieurs changements. Déjà d'un point de vue esthétique, il faudra apporter quelques petites modifications à son design et à sa colorimétrie, ainsi que remplacer les grognements génériques qu'il a depuis Melee par la voix de son doubleur attitré, Kenny James. Mais ce n'est pas tout, car pour également coller à tout ça, j'ai quelques changements à faire d'un point de vue gameplay. Par exemple, pour son attaque aérienne haut et son attaque aérienne arrière, des animations un peu plus exagérées, où on le voit d'abord rentrer sa tête et ses jambes à l'intérieur de son corps comme s'il essayait de rentrer dans sa carapace, pour accentuer l'impact et le mouvement du coup. Ensuite, il y a deux attaques en particulier que je vais complètement changer. Tout d'abord, son attaque rapide. Remplacer le coup de pied par une attaque en roulade, en référence à Super Mario Galaxy ainsi qu'à Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. Et la deuxième, remplacer son attaque aérienne neutre que... je sais pas comment la décrire en fait, par une nouvelle attaque où il rentre dans sa carapace et tourne sur lui-même. Comme on ferait tourner une pièce en la mettant sur le sol mais sur le côté. Enfin, un autre changement qui est envisageable mais que je ne considère pas nécessaire, faire en sorte que quand on se contente d'appuyer sur B et non le maintenir avancé, au lieu de cracher un souffle de flamme, il cracherait une petite boule de feu qui avancerait vers l'avant, en référence à son attaque de boule de feu typique dans les jeux Mario Bros. Enfin, on pourrait en effet faire quelques autres changements plus esthétiques, comme un taunt où il se met en rogne en référence à l'altération de statut rage dans les Mario et Luigi, et une animation de victoire où on le voit réussir à kidnapper Peach. Car après tout c'est une victoire pour lui s'il arrive à kidnapper la princesse. Pour Bowser, c'est moins une correction qu'une possibilité qu'on avait envisagée et dont on aimerait parler. L'idée était que pour une nouvelle attaque aérienne arrière ou une nouvelle attaque aérienne neutre, les épines de sa carapace s'allongeaient. On peut faire comme si pour l'attaque aérienne neutre qu'on vient de lui inventer, ses épines s'allongeaient pendant l'attaque, mais on pourrait envisager qu'il allonge ses épines pour d'autres attaques, comme son attaque Smash O par exemple, allant dans la même logique de donner une animation plus exagérée aux attaques précédemment citées. Popo et Nana, les Ice Climbers, les premiers combattants rétro de l'histoire de Smash. Ils sont également une version un peu étrange d'un archétype de jeu combat qu'on appelle le marionnettiste. Un personnage où ce sont en réalité deux qui se battent ensemble, et où typiquement les attaques du deuxième servent d'extension à celles du premier. Ici ce sont deux personnages qui ont exactement les mêmes attaques, mais celles du personnage qui n'est pas directement contrôlé par le joueur ont toujours un petit temps de retard. Ça et juste le fait que la plupart de leurs attaques spéciales sont meilleures quand ils sont à deux, il faut absolument les maintenir à proximité l'un de l'autre. Si les attaques des deux alpinistes reposent essentiellement sur leur marteau de bois, deux de leurs attaques spéciales sont des références indirectes aux obstacles qu'ils doivent affronter en escaladant leur montagne. Le maître mot étant que la glace doit leur barrer la route.
que ce soit littéralement avec leur attaque spéciale neutre qui peut servir d'obstacle, ou figurativement avec leur attaque spéciale bas qui peut geler l'adversaire. A ce sujet, le moveset des Ice Climbers n'a selon moi pas besoin de changements radicaux. Mais il y a cependant un détail important que j'aimerais apporter à leur Final Smash. Pour leur rappel, ils invoquent un iceberg et le joueur peut contrôler le placement du dit iceberg en le déplaçant avec le joystick. Le truc c'est que Popo et Nana, sans être blessés par l'iceberg, sont également affectés par ces mouvements, ils ne peuvent pas l'escalader. Mais cependant, ils ont une échappatoire. Un condor survole l'iceberg et les Ice Climbers peuvent s'accrocher à lui pour éviter d'être gênés par les mouvements du bloc de glace. Pour moi, cet échappatoire ne devrait pas être optionnel, mais obligatoire. Faire en sorte qu'il s'y accroche automatiquement. Comme ça, le joueur peut déplacer l'iceberg à loisir sans avoir peur de balancer les Ice Climbers hors du terrain. Pour le reste, les derniers changements sont principalement esthétiques. D'abord, les costumes. C'est bien que pour ces derniers, le jeu offre l'occasion de choisir qui on veut contrôler entre Popo et Nana, mais les couleurs se ressemblent beaucoup trop les unes aux autres. Je suppose que c'est pour éviter la confusion dans un Smash à 8, mais pour régler le problème, je propose que chacun des Ice Climbers contrôlés par l'ordinateur ait une petite flèche de la même couleur que les joueurs qui les contrôlent. Et pour rester dans cette thématique, j'aimerais donner à Popo et Nana un costume alternatif. Un où ils revêtent des parkas à l'effigie d'un ennemi de Ice Climbers nommé le Topi. Un ennemi connu pour avoir changé de design en Occident parce qu'ils avaient peur des critiques sur un jeu où ils tapent des phoques avec des marteaux. Et enfin, je leur donnerai également une nouvelle animation de victoire. Une où le condor qu'ils doivent attraper à la fin de leur niveau est sur le terrain, et notre duo saute, réussit à l'attraper et retombe violemment sur le terrain, mais toujours avec le condor en main. Encore une fois, en référence à la fin de leur niveau dans leur jeu d'origine.